Alors, bonjour à tous. Merci à tous tous nos auditeurs. Je les vois nombreux sur l'écran. Bonjour Fouad, bonjour Alain. Très heureux de vous parler ce matin pour discuter de l'électrification des flottes, un sujet qui nous passionne. On était d'ailleurs en train de le dire juste avant de démarrer ce webinaire. Merci également à 2 degrés de nous héberger ce matin dans cette belle ville de Québec pour organiser ce webinaire et partager finalement nos réflexions sur un sujet passionnant qui implique bien sûr des défis, des conseils. Finalement, l'objectif est de partager nos expériences, nos expertises, vos expertises, puisque vous êtes 2 experts reconnus. Alors, nous avons ce matin Fouad Barouni, expert dans la supervision de flotte de transport. Bonjour Fouad. Bonjour Pascal, comment ça va? Très, très bien et très heureux d'être là ce matin avec toi. Super, C'est vraiment oui. un plaisir. Et puis également Alain Fizet de Fizet Électrique, directeur des infrastructures électriques. Bonjour Alain, un grand plaisir de t'avoir ce matin. Qui ne connaît pas Alain. Donc, voilà, on a des stars ce matin pour discuter. Non, c'est juste Alain, la star. Attention. Alain, OK, on enchaîne. C'est bon. Prochaine question. On enchaîne. D'accord, très bien, très bien, très bien. Alors, avant d'aller plus loin, on va peut-être poser un petit peu le sujet et expliquer pourquoi on est là ce matin. Donc, un point important. Moi, je me présente, donc Pascal Friedman. Je dirige le département d'électrification des transports pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, vous, c'est correct, mais pour d'autres, peut-être pas. Et finalement, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ce matin tous les trois? Pourquoi on est amené à parler de l'électrification des transports? En fait, Lumen, aujourd'hui, est le premier distributeur de matériel électrique. Un distributeur, à la base, ça fait quoi? Eh bien, ça achète des boîtes et ça les revend. Ça, c'est la base. C'est tout le contraire de ce qui se passe chez Lumen, puisque Lumen existe depuis 1962. On a des départements à l'intérieur de Lumen. Alors, je représente celui de l'électrification des transports, mais il y a effectivement la puissance et distribution, le datacom, santé sécurité, entre autres. Et à ce moment-là, on va travailler ensemble, on va collaborer. Et puis, notre rôle à nous, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets. Et c'est crucial. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire appel à des partenaires de confiance que vous êtes. Un très bel exemple de partenariat aujourd'hui. Des partenaires qui sont choisis, qui sont là pour durer, je vous le souhaite, et qui nous permettent de construire une recette de cuisine finalement pour aller de l'infrastructure électrique à l'infrastructure de recharge et faire en sorte que le projet, bien sûr, soit rentable. Et c'est là que ça devient tout à fait crucial. Alors, maintenant que les choses sont dites, je dirais que le point important ce matin, c'est de commencer par l'enjeu. Quels sont, d'après toi, les enjeux que l'on peut rencontrer? Fouad, pour commencer par toi. Je pense que dans un projet d'électrification de flotte, l'enjeu le plus important, c'est comment réussir cette transition. Oui. Parce que ce sont des compagnies qui opèrent, ça fait des années, puis on est en train d'apporter un changement technologique et opérationnel auprès de ces compagnies-là. Et donc, il y a des enjeux, comment on va apporter ces changements-là au niveau de l'organisation, puis on va simplifier ça. Un chauffeur de camion, que ça fait 20 ans qu'il utilise un camion à gaz, du jour au lendemain, il va faire face à une nouvelle technologie. Ça se passe généralement très bien, on s'entend, messieurs. Généralement, mais il y a des histoires qu'on peut raconter de quelqu'un qui a l'habitude de tanker, puis ça se passe très rapidement avec une carte de crédit, puis du jour au lendemain, il va devoir utiliser une application mobile, par exemple, pour s'authentifier devant une borne de recharge, puis la brancher, puis il doit penser qu'il doit attendre 8 heures, par exemple, pour avoir sa batterie qui est 100% pleine. Donc, il y a des aspects par rapport à ça qu'il faut regarder, puis ce sont des changements qui sont amenés à l'entreprise, puis le rôle des fournisseurs de solutions de faciliter cette transition-là, en fait. Je ne sais pas, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Oui. D'ailleurs, tu as utilisé un mot solution. Alors, Alain, par rapport à ça, les enjeux, on est bien dans un contexte où on n'est pas là pour vendre une borne en particulier. Ça, je crois que c'est très important de le dire dès le début de notre webinaire. On est vraiment là pour proposer une solution. C'est ça, il faut proposer une solution parce que, Fouad le dit, c'est vraiment un changement de technologie. On passe de des litres, on tombe dans des consommations, on tombe dans des kilowatts, des kilowattheures. On vient carrément de changer. Donc là, c'est là. Et puis, il n'y a pas de formule magique. On met un carburant, on met de l'électricité, mais il y a différentes façons de le faire. Et la solution pour votre concurrent qui est de l'autre côté de la rue, c'est électrifié, n'est pas nécessairement la même pour vous. Mais justement, il faut le bâtir, il faut le voir évolutif. Il faut commencer avec un premier projet, on va en parler, mais c'est justement, il faut déjà s'en aller dans cette nouvelle technologie-là, de comprendre que le pompiste, il travaille la nuit. Le pompiste, mais votre véhicule, il va être plein le lendemain matin. Vous allez vous apercevoir au bout de 2 semaines, avec votre camion, que quand vous passez que la pompe à essence, j'y viens plus, mais j'ai quelqu'un qui remplit mon véhicule avec de l'énergie la nuit ou c'est des stations de rachat. C'est vraiment tout ça à faire, mais c'est de voir avec le client quelle est la solution pour le moment présent et de voir aussi la faire évolutive sans la faire trop grosse. Ça, c'est peut-être un autre sujet qu'on pourrait aborder. Ça ne donne rien de vous acheter quelque chose qui est trop gros pour vos besoins parce que là, on va parler du retour sur l'investissement. Il faut justement pour venir nuire à ces chiffres-là. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut évaluer dans la transition. Donc, un projet étape par étape avec vraiment en première vue,
une analyse très très forte, la compréhension du besoin du client qui est la base finalement de tout projet, mais dans le cadre d'une flotte, effectivement, d'y aller petit à petit et de ne pas voir trop gros au début. Mais si tu me permets, Pascal, premièrement, on voit l'expert qui parle. J'avais dit tout à l'heure que c'est la star, on le voit très bien. Mais il y a un point que tu as amené qui est très intéressant. Tu as donné l'exemple du pont-piste. J'ai comme l'impression, quand on parle de projet d'électrification de flotte, on a parfois tendance à amener ça à un projet d'électrification de véhicules récréatifs. Ça, je pense que le marché est très bien servi avec des réseaux de recharge publics qui font un excellent travail, mais la réalité est complètement différente pour l'électrification d'une déneigeuse, ou bien d'une ambulance, ou bien des camions de livraison. Selon le type de véhicule. Exactement, il y a des contraintes opérationnelles qui sont complètement différentes. C'est là où la flexibilité, puis les essais au départ, qui vont permettre de bien comprendre ces contraintes-là, vont être très, très, très importants. Okay, donc là, on parle vraiment plus de la partie défi sur le terrain. Qu'est-ce qu'on rencontre comme défi quand on aborde un projet? Moi, je suis une flotte de transport, je me dis, yes, on y va. Ce serait quoi ta première réflexion, Alain? La première réflexion, mais c'est pas très de parler de contraintes, Fouad. Puis la contrainte, la contrainte qu'un opérateur a avec de l'essence n'est pas la même électrique. Et c'est là qu'il faut se réinventer. Tu sais, on fait des routes d'une telle façon depuis plusieurs années parce qu'on met du carburant, mais si on fait de l'électrification, est-ce qu'on peut le faire différemment? Fait que déjà là, il faut le sortir de cet angle-là pour aller voir, parce que c'est pas du 1 pour 1. Tu sais, ça peut se faire de remplacer un camion, tout de suite de le retirer à essence puis de le mettre électrique, mais il faut voir justement avec la route, il faut voir avec la disposition. Fait que c'est ça, dans la première approche, c'est de voir avec les clients, c'est quoi le kilométrage quotidien, c'est quoi qu'on veut faire. Tu sais, on parle ici d'électrification en général, mais il faut quand même, présentement, on a une fenêtre qui est là. On a pratiquement 40 %, vous me corrigerez, mais de mémoire, on a à peu près 40 % de ce qu'on appelle le médium duty, le camion léger, qui peut facilement être électrifié avec les données qu'on a là présentement. Fait que là, on n'est pas en train de réinventer, on n'est pas en train de refaire des trajets, donc on a quand même un spec ici de clients qu'on peut déjà électrifier sans contrainte pour commencer un petit projet à petite échelle et d'aller se faire les dents sur cette nouvelle technologie-là de consommation, de recharge de véhicules, le véhicule qui se fera en recharge au dépôt la nuit sur une niveau 2, sur une niveau 3, les capacités énergétiques, la grosseur de la batterie. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi, ce que j'entends, ça me fait vraiment très plaisir parce que je vois tellement sur le marché d'interlocuteurs qui se positionnent tout simplement pour revendre un modèle de borne, alors que finalement, l'essentiel n'est pas à pousser une borne ou, je dirais, une fonction, mais bien de prendre un peu de recul, même beaucoup de recul, et puis de regarder beaucoup plus le niveau opérationnel du client, du projet. Ça, c'est très intéressant et on a vraiment une très belle expertise. Fouad, de ton côté, c'est quoi les défis que tu mettrais en avant sur le terrain? Qu'est-ce que tu rencontres, toi, sur la supervision de flotte quand on met en place des projets de ce type-là? Qui dit supervision dit données, dit qualité de données. Donc, une des choses qu'on essaye de travailler là-dessus, puis on sensibilise beaucoup nos partenaires de projet, c'est d'avoir une bonne connectivité au niveau de l'infrastructure de recharge. Puis, on a parfois tendance dans les projets d'électrification de négliger ou oublier un peu cette partie-là. On pense que c'est seulement le choix de la technologie de recharge, ce qui est parfait pour commencer. C'est très important d'avoir une infrastructure télécom qui vient avec ça parce que, ça va vous permettre d'aller ramasser des données, donc mieux comprendre les comportements de recharge. 2, ces données-là vont vous aider peut-être pour aller chercher des crédits carbone, avoir des données qui sont vérifiables. 3, assurer la continuité, parce que si vous voulez contrôler l'accès de ces bornes-là, pas de connectivité, pas d'accès à ces bornes de recharge, et donc ça peut avoir un impact opérationnel. Donc nous, on insiste beaucoup dans cette partie-là. On a appris pas mal de choses. Je pense à là, on peut parler de sites où on a commencé avec une connexion Wi-Fi, puis par la suite, on est passé à une connexion câblée, puis par la suite, on est passé à une connexion avec une carte SIM. Oui, beaucoup d'historique quand même. Il y a des histoires qu'on peut vous raconter où, à la fin, l'impact est là, puis c'est très important de travailler avec je vous fais un peu de promotion, mes amis de Lumen, c'est très important de travailler avec des partenaires comme Lumen parce qu'on peut avoir de la flexibilité au niveau du choix technologique. Il faut poser les questions, est-ce que cette borne-là va avoir, quelles sont les interfaces de communication qu'elle a? Parfois, je pose la question, puis c'est pas très clair. Puis c'est très important de savoir, est-ce qu'elle a un bon antenne, est-ce qu'elle a la capacité d'avoir de la connexion qui est redondante, par exemple. Donc, ce sont des aspects qui sont très importants, puis c'est très important de travailler avec un partenaire qui va vous donner cette flexibilité-là au niveau de choix de la technologie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis merci Fouad. Puis c'est vrai qu'on parle toujours d'accompagnement, d'analyse, et on se complète vraiment. Ça, c'est le très bel exemple aujourd'hui. Puis, Alors, si on poursuit dans cette avenue-là, Alain, selon toi, c'est quoi les bonnes pratiques à adopter quand on met en place un projet de cette envergure? La première bonne pratique, là, c'est d'être tout le monde ensemble. Donc, c'est votre opérateur, ça peut être votre conducteur, c'est votre électricien, c'est la personne qui vous vend le camion aussi. C'est de mettre tous les intervenants parce qu'on est dans un domaine qui va arriver des enjeux. Là, on l'a dit, c'est pas parfait, on va les arriver. C'est sûr qu'avec le temps, à force d'en faire, on vient avoir quand même des repères et des choses qu'on peut avoir assez rapidement. Mais c'est de mettre tous ces intervenants-là parce que demain matin, c'est facile de dire
Ah, c'est pas ma borne. Ah, c'est le camion. Tu sais, puis ça, il faut éviter de travailler. Donc, il faut travailler tout le monde ensemble au jour 1 parce que je peux avoir un enjeu de communication avec ma borne, je peux avoir un enjeu de communication avec le camion. On a parlé du réseau, on a parlé des choses. Tu sais, dis, ouais, moi, j'ai une connexion Wi-Fi. Oui, tu as une connexion Wi-Fi, tu es là, mais là, bon, ben, il va falloir que je passe à travers ton département de TI parce que c'est normal, la cybersécurité. Demain matin, tu vas me dire, OK, c'est parfait, on va mettre une carte SIM. Bon, ben, il arrive un mois que les cartes SIM sont renouvelées ou changées de fournisseur ou vous les avez dans d'autres équipements, mais celle-là, elle a comme pas été mis un équipement essentiel. Oups, on perd la connectivité, ça peut savoir que la carte n'a pas été renouvelée. Mais tu imagines, excuse-moi, je t'interromps, tu imagines l'impact de cette décision-là de ne C'est pas fondamental. renouveler des cartes SIM d'un site dans lequel tu as 15 bornes de recharge, 15 camions qui vont se livrer, qui vont livrer par exemple de la marchandise le lendemain, puis des cartes SIM qui sont déconnectées, puis les camions ne sont pas capables de se brancher pour commencer. C'est un détail. C'est du vécu. C'est un détail. C'est du vécu, mais tu sais, des fois aussi, c'est juste au niveau vraiment qu'une connexion filaire, d'un changement de fournisseur Internet ou d'une composante. Fait que, bref, toutes ces choses-là. Fait que, oui, il y a la connectivité, puis tu sais, dans un premier temps aussi, quand on commence un projet, de l'avoir la connectivité, c'est bien. Mais on commence des projets, souvent, on n'a pas la connectivité. On essaie de l'alléger parce qu'on parle de contrôler, on parle d'avoir des crédits carbone, on parle du contrôle d'accès. Mais ce qu'il faut dire aux clients, c'est ne voyez pas le portrait dans l'ensemble. Oui. Commençons progressivement. Installons une borne, éduquons notre personnel qui va conduire le camion, qui va voir la compréhension de la borne. Il y a un témoin lumineux qui est allumé dessus. Des fois, il y en a sur le camion. Il y en a d'autres qu'il faut que le véhicule soit barré, débarré. Il y a une multitude de choses. Commençons par maîtriser ces choses-là. Ensuite, bon, on intégrera un contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, soit avec un téléphone cellulaire, soit avec un jeton qui est attitré à un chauffeur ou qui est attitré à un camion. On ira progressivement à maîtriser ces choses-là. Puis là, après ça, ensuite, on viendra dans la gestion de puissance. On peut tout faire ça au jour 1, mais lorsqu'on prend un client qui commence, disons, allons-y étape par étape pour bien maîtriser la recharge, la comprendre. Oui, puis ça, c'est essentiel. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, la collaboration qu'on a tous les trois, c'est vraiment de simplifier l'expérience de nos clients dans la mise en place d'un projet d'électrification des transports. Alors toi, Fouad, quand tu mets en place justement ce type de projet-là, c'est quoi ta bonne pratique, on va dire, concernant l'utilisation de ta plateforme, qui, il faut le dire, est vraiment très différent, très user-friendly, très adapté à la gestion de flotte de véhicules? En fait, on a toujours deux défis. Le premier, c'est il faut que ça soit simple. Okay. Puis c'est pas facile de simple pour tout le monde. Pour l'administrateur, celui le sponsor, moi que j'appelle, celui qui va être capable de driver le projet, mais l'utilisateur final. Tout à l'heure, tu as parlé d'authentification des bornes de recharge. Aller à quelqu'un, lui demander que, encore une fois, je reviens à celui qui conduit un autobus scolaire pendant 15 ans à gaz, puis il va switcher à un autobus électrique, et puis on va lui demander d'ouvrir son application mobile à 5h30 de la soirée après avoir fini son shift, puis partir une session de recharge. C'est pas toujours l'idéal. Oui, il y a une autre méthode de travail. Exactement. Donc, il faut comprendre comment les utilisateurs interagissent avec une infrastructure de recharge, puis rendre ça très facile pour eux. Est-ce que ça veut dire que toi, tu t'impliques aussi sur la formation à ce niveau-là? Bien sûr. Puis, en fait, c'est drôle, mais parce qu'on commence à même s'inspirer de projets de TI dans lesquels on peut avoir un go live graduel. Avec des compagnies, par exemple, on a commencé à connecter seulement à la borne de recharge pendant un mois. Puis, un mois après, on a dit, bon, ben, maintenant, on va demander de contrôler l'accès. Et donc, on a contrôlé l'accès avec des applications mobiles. On envoie une communication à tous les intervenants. Déjà, pour contrôler l'accès, il faut onboarder ces utilisateurs. Il faut avoir leurs adresses courriel, etc. Puis par la suite, on a graduellement intégré la carte RFID. Puis par la suite, au 4e mois, on a fait ce qu'on appelle le Go Live officiel, dans lequel, à partir de maintenant, seule la carte RFID va être utilisée pour opérer une borne de recharge. Puis on a certains clients qui vont même rendre la borne payante pour certains utilisateurs, que ce soit ça peut être des employés. Puis ça m'amène au deuxième point, à la deuxième partie de la réponse à ta question, c'est rendre ça simple, rendre ça rentable. C'est les deux défis qu'on doit avoir. C'est la rentabilité puis la facilité d'utilisation parce que investir dans une infrastructure de recharge à plusieurs milliers de dollars puis l'utiliser un tout petit peu, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Donc, il faut penser comment on maximise l'utilisation d'une borne de recharge. Oui, la flotte en question, mais on a des gestionnaires de flotte maintenant qui donnent accès à la borne à des utilisateurs. Mais là, je ne peux pas accepter que mon bus scolaire, par exemple, qui a besoin d'une recharge à 5 heures de l'après-midi, que la borne en question soit prise, par exemple, par un employé. Donc, il faut mieux organiser et orchestrer l'accès à l'infrastructure de recharge. Puis, c'est ça l'avantage d'avoir une solution logicielle découplée parce qu'on va avoir plus de flexibilité. On va mieux comprendre qui utilise quoi, puis on va mettre en place ces règles d'utilisation-là. Donc, c'est un peu là où on peut intervenir. D'accord. Donc, on est vraiment dans des stratégies de recharge très évolutives, très, très agiles pour finalement faire évoluer à la fois le projet, comme tu dis, petit à petit, étape par étape. Oui.
puis en même temps, aller chercher le maximum de rentabilité d'un projet qui, au début, va grandir et va répondre à quelque chose de plus conséquent. Puis Alain, tout à l'heure, parlait de gestion de puissance. C'est drôle que tu parles de ça parce que ça devient l'étape d'après, en fait. Et oui, bien sûr. On n'est pas, parfois, on peut commencer avec 2 bornes de recharge, puis on parle déjà de gestion de puissance. Pourquoi tu veux avoir de la gestion de puissance? Tu as juste seulement 2 bornes. Commence avec ça, essaie de comprendre tes besoins, tes modes d'utilisation. Est-ce que tu es prêt à faire de la gestion de puissance, par exemple, sur des bornes pendant que tu en as vraiment besoin à l'instant T? Donc, ça prend un peu de temps pour comprendre l'infrastructure. Puis oui, après, on va faire de l'optimisation. Bien sûr, qui devient essentiel. Néanmoins. Absolument, Bien absolument. Sûr. Si on rentre dans un cas très concret, hein, pour parler de choses, comment tu pourrais nous partager du vécu, Alain, sur finalement, yes, j'ai un projet, voici comment je l'ai amené, sans parler de détails purement techniques, mais je pense que nos auditeurs seraient certainement très, très heureux de voir comment on a approché la chose de façon simple, de façon stratégique, comme on le dit, et comment on est allé chercher cette rentabilité étape par étape. Beaucoup. Toute une question, hein. On est là jusqu'à ce soir, là, c'est correct. On va parler de Nacenex, un projet avec qui on a collaboré. Premièrement, oublions, oui, Nacenex, qui ont eu une supervision, mais première chose qu'on a faite, c'est qu'on a commencé par un endroit. On a ciblé un endroit où on voulait commencer le projet. Il y avait quand même plusieurs dépôts, mais au début, on a commencé qu'à un endroit. On n'a pas commencé à regarder l'ensemble, un endroit. Et ça a été des questions un peu au début parce que, bon, on a parlé des bornes, mais nous, si on recule d'un an et demi, 2 ans, bon, ben, il n'y avait pas beaucoup de projets qui avaient été faits concrètement au Québec. Et ça m'emmène aussi peut-être à dire à un client, ben, votre voisin de l'autre côté de la rue, qui est votre concurrent, que vous croisez ou parlez peut-être des fois, allez écouter un peu son background. Donc, on partage d'expérience. Puis ça va être la clé, je pense, pour tout le monde à l'électrification. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Puis, tu sais, on a parlé tantôt des sous, on est quand même, l'électrification, l'opération d'un camion électrique est rentable à long terme avec les kilométrages. Ces choses-là, c'est démontré. La recharge, on est quand même encore dans il y a une rentabilité, mais c'est une rentabilité encore il n'y a pas de cachette, c'est fragile. Oui. Un projet trop gros va venir impacter notre rentabilité, tandis qu'un projet va le dire. Donc, première chose, on regarde les bâtiments. On est quand même chanceux au Québec. On le sait, on a l'électrification, on a des super entrées après les bâtiments. Nous, dans la majorité des cas, lorsqu'on commence avec la borne de niveau 2 pour, appelons-le, la livraison de dernier mille, dans 90% des cas où on était arrivé, il y avait de la capacité résiduelle à commencer un projet. Des fois énormes, d'autres fois pas énormes. Ça reste quand même qu'il faut aviser Hydro-Québec des ajouts qu'on fait de charge. Mais ça, déjà, on a un point. Donc, si on est dans un bâtiment, on a vu pour des bâtiments de donner non, lui, on n'ira pas parce que si on doit faire une modification d'entrée, ça l'entraîne des coûts. Donc, on va aller sur un autre projet. Donc, on a du résiduel. Là, ben, dans la majorité des cas, nous, on va mettre des équipements dédiés à la recharge. Ça, c'est un autre point. De commencer à l'embarquer dans de l'infrastructure qui est déjà là, des panneaux électriques sont déjà là. Ça vient des fois, là, on tend de s'en aller vers des appareils dédiés, des transformateurs dédiés, des panneaux dédiés. Ouais. C'est un autre défi, il faut avoir de la place, mais on y va vers ça d'une façon évolutive. Donc, on regarde le résiduel, on a-tu du résiduel. Après ça, ben, on va regarder au niveau des installations. Ce qui est le plus facile, c'est d'installer une borne à un bâtiment. C'est sûr que si je commence à vouloir traverser votre stationnement, je fais exploser le coût. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on revient à changer les habitudes. On est peut-être obligé de changer des espaces de stationnement pour des véhicules si on le fait de cette façon-là. Là, c'est de regarder quel client. Puis on va dire souvent que l'argent parle, mais si demain matin, le fait de mettre la borne et faire quelques modifications au bâtiment ou d'habitude, ben on est dans une bonne opportunité au niveau financier qu'à d'aller le mettre dans le fond de la cour qui va coûter excessivement cher. Il faut regarder tout ça. Après ça, il faut regarder les systèmes de rappel de câble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est mon utilisation? Donc, bâtiment, capacité résiduelle, combien je veux mettre de bornes? On commence un petit projet. Puis des bornes de niveau 2, donc niveau 2, un peu de niveau 3. Niveau 3, en tout cas, on va avoir de la niveau 3, mais principalement de la niveau 2 peut répondre à beaucoup. En classe 6 et 8, où on va voir, mais dans le. On va parler du Bright Drop, que c'est un camion commun qu'on voit beaucoup. Oui, bon, les très répandu. Les Ford e-Transit qui s'en viennent avec une batterie. Fait, on a quand même là-dedans de la borne. Si on s'en va dans un peu de détails techniques, je veux dire, la Bright Drop, elle va aller, corrige-moi si je me trompe, jusqu'à 11 kW, alors que les bornes niveau 2 maintenant peuvent aller jusqu'à 19,2 kW, largement suffisant, je veux dire. On a travaillé sur des projets ensemble où on a capé même les bornes à, je pense, 60, quelque chose. On a limité, mais on peut aller jusqu'à 16 kW. Mais encore là, si on va le voir avec l'utilisation de la plateforme, on le voit, on dit, mes camions finissent de charger 11 heures. Non, mais tu sais, les camions finissent de charger 11 heures. Fait que là, on dit au client, ben, regarde, tu avais fini de charger tes camions 11 heures. Dans le pire de tes scénarios en hiver, ben, ça veut dire qu'on a quand même du résiduel de, mettons, de minuit à 6 heures du matin, mais qu'on a encore une plage de 6 heures où on ne maximise pas notre énergie. Donc, si on rajoute des bornes, ben là, c'est là qu'il faut que notre client soit habitué parce que là, il faut comprendre qu'on va lisser notre point de consommation. Fait qu'il y a une infrastructure, des fois, qu'on a faite pour 5 camions. Les données d'utilisation nous permettent de dire, je suis capable d'aller jusqu'à 10. Ils vont tous être rechargés pour le matin 6 heures.
Fait que je vais recharger plus tranquillement, mais à la fin, pour mon opération dans le même matin, sont pleins. Si je dois ressortir en fin de journée avec d'autres choses, il y a d'autres stratégies. Fait que ça, c'est dans la borne de niveau 2. La borne rapide, oui, on va en avoir. On va en faire dans le transport. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas une multitude de camions avec de la borne rapide. Dans l'autobus, ça a été plus répandu, mais l'autobus ont quand même des bonnes plages de recharge. Puis là, c'est là qu'il faut voir avec les opérateurs de camions, c'est quoi ma plage de recharge, qu'est-ce que je fais avec mon camion. Puis encore là, il y a beaucoup, oui, on fait du grand trajet. Nous, chez Nationex, on va faire du grand trajet, puis on fait quand même de la recharge assez rapide. Mais il y a une multitude de ces camions-là qui vont faire un kilométrage de 100, 150 km, 200 km dans une journée, puis qui auront besoin d'une borne beaucoup moins puissante, une 60 kW peut faire. Encore là, on n'est pas dans l'over-design ou une super grosse borne. Puis oui, cette borne-là va venir qu'avoir une limitation, mais dans mon projet test, ben, elle répond, et cette borne-là qui est moins puissante, elle n'est jamais perdue. Parce que demain matin, mon prochain camion, il risque peut-être d'avoir plus de puissance, mais bon, cette borne-là va toujours me servir. Notre première Nissan Leaf, nous, a servi encore jusqu'à l'année passée. Là. Fait que oui, c'était pas la révolution au niveau de la capacité, mais elle remplissait le travail. Si je regarde dans notre flotte, nos Ford e-Transit, les premiers qu'on a eu avec une batterie de 66 kWh, on connaît les enjeux. Là, on a augmenté avec d'autres choses dans la flotte. Et ça fonctionne. C'est toutes ces choses-là qu'il faut voir. Ouais. Dans tes mots, j'entends beaucoup de maximisation, d'optimisation, en s'appuyant effectivement sur les données que Foresta permet d'avoir. On a effectivement à l'écran des images de setup qui ont été réalisées. Alors, on voit la partie borne, on comprend l'importance d'une infrastructure électrique évolutive et pas forcément la plus puissante, mais la plus adaptée aux besoins du client. Et puis toi, de ton côté, Fouad, alors concrètement, comment ça s'est passé du jour zéro à finalement l'implantation de cette plateforme? Premièrement, prendre possession et le contrôle des bornes de recharge, je pense que il y a un aspect d'ouverture des technologies, bien évidemment. Dans ce projet-là, je pense qu'il y a un choix technologique qui était d'utiliser des bornes donc à protocole ouvert qui était très, très important. La première chose. Deuxièmement, stabiliser, je pense, l'accès à ces bornes-là, puis accompagner justement Nationex de passer de le champion du projet qui a accès à toutes les bornes à ce qu'on démocratise l'accès à ces bornes de recharge à travers justement en donnant des moyens d'accès qui sont très faciles. Puis par la suite, c'est la collecte de données, bien évidemment, pour permettre à l'équipe de planifier la suite. Et puis là, une fois qu'on a stabilisé cette partie, puis qu'on commence à avoir des gens qui sont habitués avec l'infrastructure, ben, on commence à penser à l'optimisation. Donc, contrôle de puissance, crédit carbone, automatiser la recherche et donc pousser les données avec les partenaires. Et puis là, je veux dire, on commence à monétiser les bornes. Donc, on est capable d'aller chercher du cash, donc du retour sur investissement. Exactement. Puis par la suite, on a tout un terrain à explorer. Moi, je rêve de faire du vehicle to building avec mes partenaires pour pouvoir faire de la résilience énergétique. Donc, mais au départ, il faut stabiliser l'infrastructure de recharge, puis aider Nationex à confirmer les hypothèses avec lesquelles ils ont commencé le projet au départ, qui est, 1, ça peut marcher, 2, on va accélérer l'adoption à l'interne de ce projet-là, puis 3, c'est rentable. Parce que, je veux dire, on a commencé avec combien de bornes chez Nationex? On ne va pas donner peut-être des chiffres là. Non, c'est un petit projet, mais c'est un projet de une dizaine de bornes au début. Là. Exact. Là, c'est plus, beaucoup plus. Sans divulguer. Puis moi, quand je leur parle, ils me disent, oui, on a commandé des nouveaux camions tout récemment. Tu vois que mais tu as mentionné quelque chose de très important, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le protocole ouvert. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un protocole de communication OCPP ouvert, ça permet de ne pas être attaché à un manufacturier de bornes. Et ça, c'est vraiment fondamental dans notre approche commune, tous les trois. Lorsqu'on met en place un projet, on n'est pas attaché à une borne, on est attaché à une solution qu'on va construire selon finalement une approche, on l'a compris, évolutive, qui doit être rentable, qui doit permettre de maximiser, et puis des données qui vont venir pomper, si je peux le dire de cette façon-là, pomper les informations et aller chercher des stratégies, je dirais, de recharge avec pourquoi pas de la monétisation, et on se met à rêver sur d'autres avenues possibles. Donc, très intéressant comme réflexion, vraiment. Comment vous voyez tout ça, vous, dans l'avenir? Alors, évidemment, on en est à la boule de cristal. On a chacun des expériences tout à fait variées. Ça fait des années et des années qu'on est tous dans ce domaine-là. Peut-être commencer par toi, Alain. Comment tu perçois l'évolution de la mobilité électrique à court terme et puis dans quelques années? Il y a la mobilité électrique, mais je pense que l'ensemble, puis là, on commence de plus en plus dans les derniers temps, là, je pense qu'on va parler de résilience au niveau de l'énergie, mais je pense qu'on a une culture à apprendre de notre gestion d'énergie. On entend parler des enjeux, les enjeux au niveau des turbines parce qu'il y a eu moins d'eau. Fait que là, il y a toute une notion de capacité énergétique qu'on devra s'éduquer ou apprendre. Tu sais, on est chanceux, on a de l'énergie. On a eu l'avenue des thermostats électroniques dans les dernières années. On a eu l'avenue du LED. On a eu les opérateurs de bâtiments commerciaux ont fait quand même des gains significatifs en énergie dans les dernières années. On l'a vu avec les moteurs, les drives, ces choses-là. Là, je crois qu'avec l'électrification, ça va devenir tout amarrer ces choses-là.
on va le dire, là, on fait un webinaire là, puis bon, on entend tout le marché. On a présentement le vent dans le face en Amérique. Oui, oui. En Amérique. Par contre, si on regarde tout ce qui se fait en Europe, qui va se faire en Chine, pour y avoir été, mettons, en Europe, les pays scandinaves dernièrement, ils le font là-bas. Oui, Il y a des... voyage, il y a des, là-bas. ouais, il y a On des voit c'est des photos partout, Mais surtout oui, les mais réseaux oui, sociaux. une je veux véritable dire, star. c'est la- Non, mais ça fait du bien d'aller voir des fois des choses à l'extérieur parce que des fois, tu sais, excusez, mais on pense qu'on est dans un monde de licorne. On se fait dire que tu es dans un monde de licorne, mais Oui. quand tu vas à l'externe, tu vois des climats sensibles. C'est des pays qui sont moins grands. Si on prend la Norvège, la Suède, la Finlande, c'est des pays qui sont moins grands, mais c'est quand même des contraintes au niveau des températures. Ça il y a- donne de la vision aussi. Ben, c'est ça, mais il y a des choses qui ont été faites et ça fonctionne, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas un coup de baguette magique. Oui, il y aura des défis, c'est des nouveaux défis de technologie. Fait que moi, je crois que pour le futur, je crois qu'à court terme, on va parler un peu du particulier parce qu'au niveau du particulier, je disais encore ce matin, moi, je crois qu'au niveau du particulier, la transition est quand même bien partie. Les gens qui ont des véhicules électriques, la majorité, très peu, il y a des mauvaises expériences, mais très, très peu. Donc, la majorité des gens qui ont un véhicule ont quelqu'un dans leur entourage qui n'achète un. Ce qu'on constate dans les projets commerciaux, les opérateurs, ceux qui ont commencé à faire le virage, ben, bizarrement, pas bizarrement, mais ils continuent. Ils veulent continuer. Ils commencent à maîtriser. Oui, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient, dans le transport, ça devient mathématique. Ça devient mathématique. C'est des véhicules qui roulent avec des bonnes solutions. On parle de crédit carbone, mais ça devient, pour eux autres, mathématique. Puis là, ils s'aperçoivent, ils disent, coudonc, ça fonctionne. Fait que je ne suis pas dans un monde de licorne. Fait qu'ils veulent l'accélérer, ils veulent voir. Il faut comprendre que le prix des véhicules aussi va baisser. C'est une nouvelle technologie. Les prix commencent à diminuer, mais ça reste que ces véhicules-là font quand même des bons kilométrages. Ensuite, il y a la pression des clients qui, on le voit en Europe, tu as la pression des donneurs d'ouvrages, des transporteurs de colis qui vont exiger à être décarbonés ou avoir du zéro émission. En Norvège, il y a 4 ans, pour livrer des colis à la municipalité, vous deviez, pour un certain nombre, vous devez être zéro émission. Ce qui fait qu'il y avait un hub avec des conteneurs qui avaient été construits pas loin du centre-ville, que si moi, demain matin, je n'étais pas capable de livrer mon item zéro émission, ben, je passais par cet opérateur-là qui venait livrer. Fait que c'était quand même... je crois qu'on devra avoir ces mesures-là. Oui, il y a des incitatifs financiers. Oui, ils devront disparaître. Il y aura un message qui devra venir aussi de nos donneurs d'ouvrage, des gens qui vont attribuer les contrats. Pourquoi que demain matin, moi, mon entreprise qui a fait des efforts à s'électrifier, c'est cruel, mais lorsque je soumissionne un projet d'électrification, j'ai aucun avantage concurrentiel, même si j'ai une flotte entièrement électrique. Fait que je pense que ces choses-là devront venir aussi. Il y a des réflexions à avoir sur le plan gouvernemental. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu plus de vision, de crunch sur le plan politique à avoir. S'il y a des personnes politiques qui nous écoutent, il y aura certainement des discussions complémentaires à échanger ensemble. Mais c'est sûr qu'il y a une pression réglementaire d'un côté qu'on perçoit. Quelques programmes timides qui disparaissent, reviennent. Donc ça manque un petit peu de consistance. Quelques subventions qui sont là aussi pour aider, je dirais, à développer certains types de projets. Mais on aimerait en plus finalement. Ça en prend un petit peu plus, mais un coup que ce petit tour de roue a été fait là avec les aides financières, les gens comprennent, on est capable de mettre des chiffres. Présentement, c'est dur de mettre des chiffres, mais là, on commence à en avoir de plus en plus, puis c'est dur de mettre des chiffres. Et souvent, les chiffres sont le pire des scénarios et on se rend compte au bout d'une année d'utilisation, ben, dans le fond, j'ai plus de capacité énergétique. Mes bornes ont été moins sollicitées. Ça, c'est quoi qu'on constate? Parce que, on est au Québec, on n'a pas le choix. Oui, il y a des enjeux de choix. Oui, il y a des pertes énergétiques. Je l'appelle souvent ma période hivernale dans ma poêle de tarte, qui est ma tarte que j'ai coupée en 4. J'ai un corps de la pointe qui est plus pénible en hiver. Mais j'ai quand même le reste, le 3/4 de ma tarte qui est sans enjeu. Donc, là encore là, je me conçois ou je me dessine en fonction de ce pire des scénarios-là. Mais ce pire des scénarios-là, ben, il n'est peut-être pas si pire que ça. C'est quoi peut-être les 10 jours ou 15 jours ou 20 jours d'enjeu que j'ai, comment je peux composer autrement. Fait que, c'est toutes ces choses-là, mais ça, c'est un autre phénomène. Nos données ou nos scénarios, lorsqu'on parle aux opérateurs qui ont commencé à s'électrifier, les scénarios du début, souvent, sont beaucoup meilleurs lorsqu'on tombe en projet de réalisation. Bien sûr. Il y a toujours un côté démystification. Ça, on est encore dans cette avenue-là. Un côté formation, accompagnement, puis bien, finalement, support et analyse sur, je dirais, un projet évolutif. On est dans cette logique. Toi, Fouad, comment tu vois les choses de ton côté? Allez, dévoile-nous ta boule de cristal. Peut-être pour renchérir par rapport à un aspect très important qui est volet entreprise. Tu sais, il y a des gens maintenant, des compagnies qui se font appeler par des gens de procurement, donc d'achat, pour leur dire c'est quoi votre bilan carbone. Puis nous, si on veut faire notre part de décarbonation, on a besoin de travailler avec des partenaires qui ont fait leur part aussi de décarbonation. Et ça, c'est un point très important que tu soulèves là. Sans faire toute une histoire avec le protocole GHG, avec Scope
scope 1, 2 et 3. Scope 1 et 2, c'est généralement ton transport à toi. Donc, tu n'as pas le choix d'aller électrifier ta flotte pour justement réduire ton empreinte carbone et par conséquent répondre aux besoins de ce client en question. J'ajoute à ça ce qui se passe avec nos voisins du Sud qui fait que les compagnies au Canada n'ont pas le choix de diversifier. Premier marché, c'est l'Europe. On va vendre à des partenaires européens qui vont te demander quelle est ton empreinte carbone. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers ça. Je n'aime pas le mot on n'a pas le choix, mais donc, on a intérêt plutôt à électrifier puis aller dans ces directions-là. Moi, je pense qu'il y a 3 acteurs. Il y a le gouvernement, il y a l'entreprise et il y a le fournisseur de technologie. Et chacun a des responsabilités finalement. Voilà. Je pense qu'au niveau fournisseur de technologie, on est bien quand même. On a des belles solutions qui commencent à prendre place. Je pense que la partie camion, peut-être, ou le fournisseur des véhicules électriques, là, il y a encore du travail à faire dans cette partie-là. Les entreprises, vous savez maintenant, quand vous commandez chez Amazon, il y a des produits dans lesquels vous allez voir l'empreinte carbone. Il va dire low. Ça commence à venir, ça. Voilà. Ouais, Puis, quand tu parles avec des grandes entreprises, même aux États-Unis, même avec ce qui se passe maintenant avec l'administration Trump, on ne va pas se cacher, ce n'est pas très climate friendly, mais les compagnies sont complètement dissociées de ça. Puis moi, je me rappelle, dans le premier mandat de Trump, il y a eu beaucoup de projets d'électrification aux États-Unis qui ont réussi parce que, heureusement, la décision se prend encore au niveau État, pas au niveau fédéral. Donc, je pense qu'il y a des bons signes. Je pense que les choses commencent à passer d'une phase early adapter dans l'électrification des flottes. On est dans le early adapter. Puis tout ce qu'on a vécu dans l'adoption au niveau du véhicule récréatif, je pense qu'on va commencer à le vivre au niveau des flottes. On est là. Ça, je vais faire du pouce, mais c'est exactement le même canevas. D'accord, c'est rare. D'accord, on était là. C'est une bonne chose pour un mais c'est le même canevas. Les enjeux qu'on a vécu avec les véhicules de promenade des particuliers, ces choses-là, c'est la même chose qu'on transpose au niveau commercial. C'est différents chiffres, mais différentes choses, mais c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes choses transposées plus gros. Donc, on est capable de venir rattacher, venir faire des liens de la façon de le faire. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'on a la capacité énergétique, puis dans la vision, ça reste que les véhicules électriques ont des capacités énergétiques énormes. Bien sûr, ça a énormément évolué là-dessus. On parle d'un bright drop à 223 mémoires kilowattheures de batterie. On parle des camions de classe 8 avec des capacités de batterie de 450, 500 kilowattheures. 6 fois un véhicule récréatif. C'est ça. 6 fois. Ça frappe l'imaginaire. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé ça. C'est ça. Puis, tu sais, on parle des densités de batterie qui sont de plus en plus meilleures, qui sont meilleures. Après ça, on parle de résilience, on parle de l'avenir. Puis, c'est ça, je le crois qu'on va le voir dans un écosystème complet, d'avoir un véhicule qui va être en compensation pour des pointes énergétiques sur l'heure du souper ou de faire. Fait que toute la gestion de l'énergie comme ça, c'est vraiment le futur qui va arriver avec les flottes, les bâtiments. On le sait, Hydro-Québec, on a sur couleur, il va y avoir un changement de tarification, c'est normal. Il y a des choses qui vont être volontaires, mais la personne qui aura les bons équipements, qui va être capable de le faire sur une base volontaire, mais là, c'est encore un autre incitatif qui va aider à baisser le coût d'exploitation. En parlant de batterie, si tu me permets, il y a 2 semaines, je pense à peu près, Stellantis, qu'on croyait justement partir du monde de l'électrification, puis qu'ils faisaient une sorte de marche arrière. Ils viennent d'annoncer une nouvelle technologie de développement de batterie. Ça se voit qu'ils sont en train d'acheter du temps là, puis ça se voit qu'ils vont amener une nouvelle innovation. Donc, moi, je suis très optimiste. Puis, tu parlais de taille importante de batterie, on parlait de 300 kWh. Moi, je pense que l'électrification des camions va avoir même un impact positif sur les véhicules récréatifs. De quelle manière? Parce que si tu vas optimiser le développement de la batterie de 300 kWh, après, c'est sûr que tu vas prendre cette technologie-là puis tu vas la rapatrier à un véhicule de consommateur. Donc, ça, c'est sûr et certain. Si on va lorsque je regarde le temps passé, il nous reste encore quelques instants. Si on va dans le processus de collaboration, ce qui peut aussi intéresser nos auditeurs, et c'est ce qui fait aussi notre force tous les trois, aujourd'hui, la façon de procéder quand on a un projet, si vous êtes aujourd'hui un gestionnaire de flotte, comment vous voyez la chose? Fouad. Moi, je pense que c'est très important de s'asseoir dès le début du projet ensemble, puis identifier tous les partenaires qui vont travailler ensemble dans le projet. Puis, savoir une collaboration. C'est clair, c'est savoir c'est quoi le rôle de chacun. Puis, je pense que chacun de nous a ses forces. Je veux dire, il faut aller chercher ces forces-là pour justement amener ce projet de test à terme, puis bien comprendre le champ d'intervention de chacun. Donc, le fournisseur des bornes, il va avoir toute cette flexibilité-là de vous offrir ce que j'appelle le right sizing, si je me permets le terme, par rapport à ton infrastructure de recharge. Le spécialiste en tout ce qui est déploiement, il va amener son expertise par rapport à tout ce qui est bonne pratique de déploiement, tout ce qui est infrastructure électrique, puis le fournisseur de la solution logicielle qui amène sa flexibilité puis sa compréhension par rapport aux contraintes. Je pense que ça prend cette compréhension de l'écosystème. Une sorte de hub dans lequel on est. Il n'y a pas de one size fits all, comme on dit. Non, pas du tout. Ça n'existe pas, c'est dans les rêves. Peut-être d'ici quelques années, mais à cette étape-là, je ne pense pas que c'est la bonne chose.
Puis, tu sais, tous ces acteurs-là, bon, oui, le webinaire est samedi, mais tu sais, il y a quand même une communauté en électrification. Ouais. Il y a des salons, il y a des activités. Oui, tout à fait. Votre partenaire en infrastructure, votre fournisseur de camions ou la personne qui va vous le louer, mais parlez avec ces gens-là aussi, là, parlez voir ce qui a été fait ailleurs. Partager l'expérience. Fait que ça, tu sais, c'est toutes ces choses-là qu'il faut aller voir pour travailler tout le monde ensemble. Tu sais, je le répète encore, mais c'est la clé vraiment pour arriver à un projet, puis le regarder, puis bien le faire. Oui, tout à fait. Donc, le conseil qu'on peut aussi donner aujourd'hui, là, je reprends ma casquette Lumen, c'est si certains d'entre vous nous écoutent et que vous avez, je dirais, des idées en tête, des projets, des requêtes, écrivez-nous, électrification@commercial-lumen.ca. Je le redis, notre rôle, c'est véritablement de travailler en collaboration avec des experts reconnus, choisis, durables et qui ont, on le voit ce matin, ont envie à la fois de partager votre expertise, ça c'est clair, vos réflexions aussi, pour vous monter une solution de qualité, étape par étape. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel tu as bien insisté, pour aller chercher des données et pour que l'ensemble soit rentable. Je crois qu'il y a aussi cette notion de rentabilité de chaque kilowattheure qu'on va aller chercher pour faire de ce projet-là un succès. En fait, Pascal, tu as évoqué un mot très intéressant, le mot durable. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est une infrastructure de recharge durable. Elle est rentable, elle est facile à utiliser, elle est évolutive. C'est de la durabilité, ça. Et sans attacher le client à une marque. Très important aussi. C'est justement, puis bon point, parce que on a vu des projets qui étaient tout fiers d'avoir posé une borne après la bâtisse. Fait qu'ils ont pris la poussière, ils l'ont mis en copie, puis ils ont dit c'est ça fonctionne pas. C'est justement ça. Il faut voir justement les solutions évolutives, comme tu parles. Merveilleux, merveilleux. Alors, je ne sais pas si on a des questions, période de questions, ou si tout est correct pour l'instant. De toute façon, n'hésitez pas si à l'issue de ce webinaire, vous souhaitez parler avec nous, nous rencontrer, échanger, tout simplement jaser, ça va nous faire grand plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter un très, très bon vendredi. Merci encore à toute l'équipe de nous avoir hébergés aujourd'hui. Merci Alain, merci Fouad pour ce temps précieux que vous nous avez consacré ce matin et puis pour partager votre enthousiasme dans ce domaine qu'est l'électrification de flottes de transport. Puis bien hâte finalement, je dirais, de mener des projets ensemble dans le futur. Merci à tous. Merci. Merci Pascal. Merci Pascal. Merci.